Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une force puissante mais souvent un peu opaque qui modèle quand même pas mal l'économie mondiale, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Oui, et plus particulièrement un de ses outils les plus discutés, le quantitative easing, le QE. Exactement, qu'on simplifie souvent par planche à billets. Alors officiellement, on nous dit que c'est pour stabiliser l'économie. C'est la présentation officielle, oui. Mais voilà, quand on creuse un peu, les documents qu'on a pu analyser suggèrent une image, disons, plus nuancée, peut-être même un peu inquiétante. On parle d'effets potentiels sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, même une sorte d'exportation de l'instabilité. Et puis, cette question récurrente, est-ce que ça ne profite pas surtout à Wall Street au final, plus qu'aux citoyens ordinaires? C'est une des grandes interrogations. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer tout ça, comprendre les mécanismes, voir les conséquences dont on parle moins, et identifier un peu les forces en jeu, en se basant sur nos infos. Alors, plongeons un peu dans ces rouages financiers. Alors, pour commencer par le commencement, le QE, le quantitative easing, c'est quoi au juste? Pour faire vraiment simple, c'est quand la Fed injecte de l'argent frais dans le système financier. Elle injecte. Comment? Concrètement, elle achète des actifs financiers en très grande quantité, principalement des obligations du Trésor américain, donc de la dette de l'État, et aussi des titres qui sont liés à des prêts immobiliers, les fameux MBS. D'accord. Et le but affiché de tout ça? L'objectif officiel, c'est de faire pression à la baisse sur les taux d'intérêt à long terme. Quand les taux directeurs sont déjà proches de zéro et ne peuvent plus vraiment baisser, le QE prend le relais. Pour rendre l'argent moins cher, en gros, et encourager les entreprises à investir, les gens à emprunter. C'est ça, stimuler l'économie quand les outils habituels sont un peu épuisés. Et il faut se rappeler quand ça a commencé tout ça. C'était en pleine crise financière. Exactement, en 2008. C'était vraiment une mesure d'urgence à l'époque. Et depuis, le bilan de la Fed, c'est-à-dire la quantité d'actifs qu'elle a achetés et qu'elle détient, il a littéralement explosé. Ah oui, les chiffres sont assez fous. On a frôlé les 9 billions de dollars, donc 9 000 milliards en 2022. C'est colossal. Ensuite, il y a eu une tentative de réduire ce bilan, de normaliser, comme ils disent. Oui, une phase de quantitative tightening, l'inverse du QE. Le bilan est redescendu autour de 7,5 billions en mars 2024. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, malgré ce discours de normalisation, Ouais, plusieurs analyses, plusieurs rapports suggèrent que la Fed pourrait en fait être obligée de reprendre ses achats, voire massivement, peut-être dès 2025. donc une possible nouvelle phase de QE. Et c'est une éventualité qui est sérieusement envisagée dans certains cercles. Ce décalage entre le discours public et ce qui se trame peut-être en coulisses, c'est un point crucial. Et justement, l'actualité très récente semble aller un peu dans ce sens. On a vu passer des chiffres assez étonnants. Oui, des données relayées par certaines sources, comme The Coastal Journal par exemple, montrent des interventions assez musclées. Il y a eu aussi des achats d'obligations du Trésor à 10 ans. Oui, des montants très importants rapportés. 15 milliards de dollars un jour, et puis encore 20 milliards le lendemain. Donc 35 milliards injectés sur le marché obligataire en seulement 2 jours. C'est ça. Difficile de voir ça comme une simple opération technique, de routine. Comment on peut interpréter ça alors? Est-ce que c'est juste pour assurer que les marchés fonctionnent bien ou est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, c'est toute la question. Est-ce que c'est pour gérer une crise de liquidité, un problème technique temporaire, ou est-ce que c'est une manière un peu déguisée de soutenir les marchés financiers? Une sorte de QE qui ne dit pas son nom. Certains experts indépendants penchent assez clairement pour cette seconde option. Pour eux, ces injections massives servent avant tout à maintenir Wall Street à flot, peut-être pour éviter une correction boursière ou calmer des tensions sous-jacentes. Et pendant ce temps, quelles sont les conséquences pour les gens normaux, pour les ménages américains? C'est là qu'on touche au paradoxe. La Fed a pour mission de contrôler l'inflation. Oui, c'est un de ses mandats principaux. Mais beaucoup d'analyses pointent que ces politiques de QE, en inondant le marché de liquidités, contribuent justement à la hausse des prix. Et les chiffres de l'inflation, ils disent quoi? Aux États-Unis, on a vu un pic assez spectaculaire à 8% en 2022. C'était du jamais vu depuis les années 90, 1991 précisément. Ça a baissé depuis. Oui, ça a reflué, mais en novembre 2024, on était encore à 2,7%. C'est toujours au-dessus de l'objectif cible de la Fed qui est plutôt autour de 2%. Et ça se traduit comment dans la vie de tous les jours? Les chiffres qu'on a pu consulter montrent que près de 60% des ménages américains disent vivre de paix en paix. C'est énorme, 60%. Oui.
Avec la hausse des prix, notamment sur l'essentiel comme la nourriture, le logement, l'énergie, épargner devient très difficile pour une grande partie de la population. Le pouvoir d'achat réel s'érode. Et certains analystes n'hésitent pas à faire le lien direct avec la politique de la Fed. Tout à fait. On peut citer Greg Krenan, par exemple, qui est assez vocal sur ce sujet, notamment sur des plateformes comme LinkedIn. Quelle est sa position en résumé? Pour lui, c'est assez clair. La Fed, par ses actions, privilégie la santé de Wall Street au détriment du portefeuille des ménages américains. Il voit cette création monétaire comme un moteur direct de l'inflation qui pénalise les citoyens. Et cet impact, il ne reste pas confiné aux États-Unis, j'imagine. Non, absolument pas. Le dollar étant la monnaie de réserve mondiale, les actions de la Fed ont des répercussions partout. C'est ce qu'on appelle parfois l'exportation de l'inflation. Exactement. L'idée, c'est que cet afflux de dollars créé par la Fed ne reste pas sagement aux États-Unis. Il circule dans le monde entier, il achète des biens, des services, des actifs ailleurs. Et ça fait monter les prix aussi ailleurs. Ça peut contribuer, oui. Il y a une phrase assez percutante de Bernard Monod, qui date de 2020 mais qui est citée dans nos sources, qui disait en substance « Les Américains impriment de l'argent et c'est l'Europe qui paye les pots cassés ». C'est un peu caricatural peut-être, mais ça illustre l'idée. Au-delà de l'inflation, ça crée d'autres problèmes. Oui, ça peut créer des déséquilibres importants. Ça influence les taux de change, les flux de capitaux. Ça peut mettre sous pression les banques centrales d'autres pays qui doivent réagir. Et ça peut être particulièrement difficile pour les économies émergentes ou plus fragiles. Ce qui nous amène à la question des motivations. Pourquoi la Fed agit-elle ainsi malgré ses critiques et ses risques? Les documents parlent d'intérêt puissant. C'est une question complexe, bien sûr. Il y a un épisode qui est souvent rappelé pour illustrer ces tensions. C'était en octobre 2019. Ah oui. Il y a eu un échange assez vif, en public, entre Greg Krenan, l'analyste dont on parlait, et Jérôme Powell, le patron de la Fed. Sur quoi? Sur des interventions massives que la Fed faisait à l'époque sur le marché repo. C'est un marché crucial où les banques se prêtent de l'argent entre elles à très court terme. Il y avait de grosses tensions. Et Krenan disait quoi? Il a demandé à Powell si ces interventions n'étaient pas, en fait, une nouvelle forme de QE, mais ciblée pour sauver certaines institutions de Wall Street qui étaient en difficulté, un peu comme en 2008. Et Powell? Powell a nié, il a parlé d'ajustements techniques. Mais Krenan, et d'autres avec lui, maintiennent que c'était bien plus que ça, que c'était une opération de sauvetage monétaire qui ne disait pas son nom. Intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres indices d'une possible influence du secteur financier sur les décisions de la Fed? Nos sources mentionnent plusieurs choses. D'abord, le témoignage anonyme, malheureusement, d'un ancien économiste de la Fed. Qu'est-ce qu'il dit? Il suggère que oui, la pression de Wall Street, le souci d'éviter une panique sur les marchés, pèse souvent lourd dans les discussions internes et les décisions finales. Et The Coastal Journal, ils avaient aussi des informations là-dessus? Oui, ils affirment avoir eu accès à des emails internes assez récents, Les emails de la Fed. qui montreraient des rencontres très fréquentes entre des lobbyistes des grandes banques et des hauts responsables de la Fed. Et le but de ces rencontres? Apparemment, ces lobbyistes plaidaient activement pour que la Fed maintienne une politique accommodante, c'est-à-dire des taux bas et beaucoup de liquidités, ce qui arrange bien les affaires du secteur financier. Bon, ça ne prouve pas une influence directe, mais ça dessine un certain contexte. Exactement, ça soulève des questions sur l'indépendance réelle des décisions face à ces groupes de pression très organisés. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul, la Fed se présente toujours comme le garant de la stabilité. Mais avec ses interventions répétées, massives, est-ce que c'est vraiment de la stabilité qu'on construit là? C'est une excellente question. L'analyse qui ressort de pas mal de documents, c'est que ces politiques ressemblent souvent à une fuite en avant. On gère l'urgence, on repousse le problème, mais on ne s'attaque pas forcément aux causes profondes des déséquilibres. Comme pour le bilan de la Fed, par exemple. On l'a réduit un peu? Oui, de 9 à 7,5 billions, on l'a dit, c'est la partie visible, la communication officielle. Mais Mais certaines projections internes évoquées dans nos sources suggèrent qu'il pourrait remonter assez vite, peut-être vers 6 ou 7 billions d'ici fin 2025. ce qui signifierait reprendre le QE, en fait. Potentiellement, oui, on voit bien la tension. D'un côté, afficher une volonté de normaliser, et de l'autre, être prêt à rouvrir les vannes à la moindre alerte sérieuse sur les marchés ou l'économie. Et ça pose un autre problème, non? Celui du risque moral. Tout à fait. C'est un concept clé ici. Si les banques, les investisseurs savent qu'en cas de problème majeur, la Fed interviendra toujours pour les sauver ou pour soutenir les prix des actifs. Ils sont incités à prendre plus de risques. Exactement. Pourquoi être prudent si on sait qu'il y a un filet de sécurité en dessous, non? Une des sources utilise une métaphore assez parlante. C'est comme mettre un énorme matelas sous un funambule qui prend des risques inconsidérés. Ça évite peut-être la chute immédiate, mais ça n'encourage pas la prudence et ça ne résout pas le problème fondamental de la prise de risque excessive. On ne fait que retarder l'échéance, potentiellement l'aggravant.
Et on en vient maintenant à ce qui est présenté comme une sorte de révélation issue d'une source interne à la Fed. C'est potentiellement assez explosif. Oui, d'après cette source confidentielle, il y aurait des plans discrets à l'étude en ce moment même au sein de la Fed. Des plans, pour quoi faire? Pour étendre à nouveau le bilan de manière assez significative dans les mois à venir, donc pour relancer une forme de QE. Ce qui irait complètement à l'encontre du discours public de Powell. Totalement. Lui parle plutôt de stabilisation, voire de continuer la réduction du bilan, même si c'est lentement. Là, on parlerait d'une inversion de tendance majeure, préparée en secret. Et pourquoi ferait-il ça en secret? Quel serait le but? L'objectif présumé serait de maintenir les taux d'intérêt très bas, peut-être pour éviter une récession à tout prix. Surtout si le contexte économique se dégrade ou si l'environnement politique devient plus tendu. Mais les risques d'une telle manœuvre seraient énormes, non? Considérable. Si ça se confirme et si c'est mis en œuvre, ça pourrait relancer l'inflation de plus belle, ça minerait encore plus la crédibilité de la Fed si ça se sait, et ça pourrait déstabiliser l'économie mondiale. Et ça renforce l'idée d'une Fed sous pression? Oui, ça renforce l'hypothèse d'une Fed très sensible aux demandes ou aux craintes de Wall Street. Ce qui fait écho aux emails dont parlait le Coastal Journal montrant ce lobbying intense des banques pour une politique toujours plus accommodante. Bon, si on essaie de récapituler un peu tout ce qu'on a vu. On a défini ce qu'est le QE, on a vu son impact controversé sur l'inflation, le pouvoir d'achat aux États-Unis, mais aussi comment ça déborde sur le reste du monde. Oui, on a aussi souligné ce possible décalage entre le discours officiel de la Fed, qui se veut rassurant et normalisateur, et certaines actions récentes ou des plans potentiels qui vont plutôt dans le sens inverse. On a évoqué le rôle, l'influence possible des intérêts financiers de Wall Street. Et cette idée que le discours sur la stabilité pourrait en fait cacher une accumulation de risques, un report constant des problèmes. Sans oublier ces dernières informations sur d'éventuels plans secrets pour relancer le QE, qui ajoutent une couche d'incertitude et de suspicion. Tout ça, ça laisse quand même pas mal de questions en suspens, non? Est-ce qu'une politique monétaire qui repose autant sur la création d'argent est vraiment soutenable à long terme? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de repousser une crise, qui sera peut-être encore plus grave quand elle finira par arriver? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Des alternatives? On en parle peu. Et la question de la transparence. Pour des décisions qui ont un impact aussi énorme sur la vie de millions, voire de milliards de gens, est-ce que le processus est assez ouvert, assez démocratique? Et finalement, où se situe l'équilibre entre les préoccupations des citoyens ordinaires, leur emploi, leur pouvoir d'achat, et les exigences réelles ou supposées des marchés financiers? C'est peut-être ça la question centrale. Au-delà de tous ces chiffres, de ces mécanismes un peu techniques, la vraie réflexion, je crois, porte sur le coût final de cette dépendance. Cette dépendance de notre système économique à la création monétaire quasi permanente pour éviter les secousses, pour différer les crises. Le coût réel? Oui. Qui va payer l'addition au bout du compte? Quand ce système, qui semble basé sur une expansion sans fin de la dette et de la monnaie, atteindra ses limites? Parce qu'il y a forcément des limites. Et cette question, elle nous concerne tous, bien au-delà des experts de la finance.